Bonjour à tous, bienvenue à notre conférence hebdomadaire. Finalement, on a eu une semaine qui s'est terminée sur une note positive et qui augurait d'un très bon début de semaine aujourd'hui. Il faut dire qu'après début de semaine agité, les bonnes nouvelles sont accumulées vendredi entre évidemment les espoirs de paix qui se sont a priori conclus ce week-end pour les 80 ans de Donald Trump avec un accord de paix qui devrait être signé vendredi. L'autre nouvelle positive vendredi, c'était évidemment le succès spectaculaire de l'introduction de SpaceX, qui, on l'espère, ne marquera pas la fin de l'envolée des marchés, mais en tout cas, bon, il y a eu ce succès avec une hausse de 19% pour pour la première journée de cotation, une valorisation à plus de 1000, enfin près de 1800 milliards de dollars. Voilà, une valorisation qu'il faudra justifier dans les années qui viennent. Voilà, en tout cas, ça a fonctionné. L'histoire a plu. Il faudra maintenant, encore une fois, délivrer. Pour revenir au début de semaine, on avait eu en revanche des nouvelles qui étaient un peu moins favorables sur l'inflation américaine, notamment avec un CPI à 4,2%, à plus 4,2%, qui à ce moment-là ravivait le spectre d'une hausse des taux de la Fed. En Europe, on est déjà dans une dynamique de hausse des taux, puisque comme prévu, la BCE a relevé ses taux pour la première fois en 3 ans. Voilà, ça avait forcément tendu le marché, mais comme je l'évoquais en introduction, les négociations entre les États-Unis et l'Iran ont, semble-t-il, été finalisées après un énième revirement et une énième communication changeante de Donald Trump. Cela a, semble-t-il, abouti et ça se traduit ce matin par un Brent qui repasse sous les 83 dollars et forcément une remontée des indices. Ce qu'on notera sur la semaine, c'est en particulier la très bonne performance des small cap américaines, puisque sur la semaine, le Russell 2000 a progressé de près de 4% et il est désormais à plus 18,6% year to date. Une performance spectaculaire et bien meilleure que les indices, les grands indices, puisque sur les grands indices US, on était à plus 0,7% sur la semaine après la hausse de 0,5%. Vendredi, en Europe, on a une progression qui a été de l'ordre de 2% pour les grands indices et pour le stock 600. Si je passe justement au CAC 40, le CAC 40 qui a terminé à plus 1,6% sur la semaine, ce qui permet d'être à plus 2,5% year to date. Donc plus 1,6% avec une très, très bonne séance vendredi et qui a été marqué par un rebond de l'ensemble du secteur du luxe. On voit que dans les 5 plus fortes hausses, on a 4 valeurs du luxe avec Kering, LVMH, Essilor et Hermès dans l'ordre des performances qui ont fait entre plus 7,6 et plus 4,8%. Toujours ST Micro qui brille avec plus 7,8%, on est à plus 202% year to date. Voilà, on a eu également une bonne performance pour Safran au cours de la semaine. À l'inverse, quelques sous-performances. Encore une fois, on a eu un retour en arrière pour les valeurs exposées à l'IA. Cette fois, ça a conduit Dassault Systèmes à perdre 12,7%, Dassault Systèmes qui a près de moins 28% year to date, et Capgemini a reperdu 5% et donc désormais à moins 32%. Semaine également compliquée pour l'automobile, hein, encore une fois, même si heureusement ce matin elle retrouve quelques couleurs avec la baisse du pétrole, mais Stellantis avait cédé 5%. La semaine passée, enfin dans les baisses, Legrand qui a perdu 7,3%. Legrand qui a pourtant annoncé une opération de M&A avec le rachat d'un spécialiste américain de solutions d'intégration de puissance modulaire, une opération relativement moyenne puisqu'on parle d'un chiffre d'affaires de 80 millions de dollars.
Un mot pour terminer sur Air Liquide. Air Liquide qui est facialement un net repli, puisque le titre affiche une baisse de moins 8,2%. Mais il faut avoir en tête qu'il y a eu l'attribution d'une action pour 10 détenus le 10 juin dernier. Voilà, c'est l'habitude chez le groupe, puisque c'est la 33e fois que Air Liquide opère cette attribution gratuite. Et donc voilà, c'est l'explication de cette baisse. Évidemment, on est dans une période où il y a les versements de dividendes et bien ça a d'ailleurs également affecté le Next 20 qui affiche un repli de moins 1,1%. Mais dividende net réinvesti, on est à moins 0,7%. C'est en particulier, on le verra, mais c'est Edenred et Biomérieux qui ont détaché leur coupon sur la semaine, ce qui explique leur baisse. En tête, les foncières qui ont bien réagi vendredi aux perspectives plus favorables sur les taux. Clépierre plus 5,2%, Gecina plus 2,8%. Voilà pour les hausses. En baisse, Téléperformance qui a reperdu désormais l'essentiel de sa hausse il y a quelques semaines. Il y avait eu un rebond à l'occasion d'un changement de gouvernance et d'une évolution de l'actionnariat. Ça, pour l'instant, a fait long feu et le titre est en baisse de moins 10% year to date. Nexans a cédé également moins 5,7%. L'information à noter, c'est le changement également de composition des indices, hein, puisque le conseil scientifique de Euronext s'est réuni et il y aura 3 changements. Donc un mouvement assez important au niveau du Next 20. Alors, il n'y a pas de mouvement dans le CAC 40, mais donc dans le Next 20 vont entrer Abivax, Ipsen et Soitec. Et ils vont prendre la place d'ADP, de Gecina et de Valeo. Donc ces annonces qui traduisent également le poids croissant de la santé et de la tech, des deux secteurs qui performent très fortement, et la tech en parlant plutôt de la partie semi-conducteur, donc qui sont en forte surperformance depuis un an, à l'inverse de l'automobile et de tout ce qui est infrastructure qui est beaucoup plus en souffrance et qui est des secteurs beaucoup plus je dirais, historiques et beaucoup moins modernes et dans les secteurs en forte croissance. Le CAC Mid 60, lui, a été globalement stable sur la semaine. Il finit à moins 0,2. On a une performance qui a pourtant été je dirais, très pénalisé par deux forts contributeurs, enfin 3 même. Excel Technologies en premier lieu, qui a chuté de près de 24%. Le spécialiste de la défense et des drones militaires qui a annoncé jeudi un désaccord entre les actionnaires historiques du groupe et le partenaire financier ICG. En fait, Excel Technologies pardon, avait émis la volonté d'opérer un refinancement d'ici la fin de l'année, mais donc dans le cadre de ce refinancement, il doit se mettre d'accord avec ICG pour le rachat de la participation dans Excel Holding, une structure qui avait été mise en place au moment de la fusion avec XBlue. Eh bien, il y a un désaccord assez important sur la valorisation de cette participation. Excel valorise la sortie autour de 710 millions d'euros quand ICG réclame autour de 1,1 milliard d'euros. Donc on parle d'un écart de 380 millions d'euros. Il faut dire qu'Excel a plutôt fait appel à des valorisations d'experts, alors que ICG, lui, s'appuie clairement sur la valeur d'Excel Technologies en bourse et donc une transparence sur le cours de bourse d'Excel Technologies. Évidemment, cet écart signifiera peut signifier en tout cas des besoins de financement beaucoup plus importants dans le cadre du refinancement et peut compliquer donc cette opération. Il y a eu des notes assez diverses publiées par les brokers, mais on notait notamment que Portzamparc a dégradé le titre d'achat à conserver et a baissé son objectif. Excel Technologies reste en hausse de 23,4% year to date.
Autre dossier qui a pesé, c'est Soitec, qui a baissé de 6%. Au moment où on a écrit vendredi midi, le titre était en baisse de 12%. Il y a eu une remontée dans l'après-midi de vendredi à la suite du mouvement favorable de la tech US. Bon, on a un titre Soitec qui est en hausse de 492%, donc il y a assez logiquement des prises de bénéfices et des opinions de brokers qui sont plutôt passés à neutre sur le dossier. Enfin, des valeurs exposées au prix du pétrole comme Viridian, qui ont reculé également de moins 11,4% pour Viridian. Enfin, pour terminer sur les baisses, on avait Forvia dans le secteur auto qui était en souffrance de manière générale. Et dans les services numériques, dans le sillage de Capgemini, on a Atos et Alten qui avaient reculé également. En hausse, M6, plus 8,4%, c'était la plus forte hausse, et ça fait suite à la résurgence des rumeurs de rapprochement avec TF1 qui avaient été évoquées dans la presse lundi dernier. On note la bonne performance de Interparfums, plus 6,2%, qui permet au titre d'être désormais en territoire positif depuis le 1er janvier. Et le titre a bénéficié du rebond du secteur du luxe, mais on observe également que depuis la publication du T1, qui était en net repli à la fois compte tenu de l'évolution du marché, mais également un effet euro-dollar très négatif, eh bien, le titre a rebondi de plus 20%. Les bases de comparaison vont être moins élevées sur les prochains trimestres. L'effet dollar également sera moins négatif. Et comme on l'avait évoqué dans une note en février dernier, sur Interparfums, après cette année 2026 qui sera une année de transition, il y a un pipeline très fourni en 2027-2028 qui devrait permettre à Interparfums de redevenir une valeur de croissance si le marché final tient bien. Il y aura des nouvelles sorties qui doivent permettre de booster l'activité du groupe. Pour terminer sur les actualités, on notera que Elior a rebondi et c'est à noter puisque dans le même temps, eh bien, on a appris que Elior quittera justement le CAC 1060 et donc le SBF 120 à l'occasion des changements d'indice qui donc interviendront le 22 juin. Ce sera également le cas de Nexity qui sera rétrogradé également dans le CAC Small. Et c'est Morel et Prom et Mersenne qui vont prendre leur place dans le Mid 60. Le CAC Small, pour faire la transition, lui a plus souffert. Il a reculé de 1,3%. Il y a quand même là aussi un effet dividende, hein, puisque le plus fort contributeur à la baisse, Altarea Cogedim, qui affiche une baisse de 7,7%. Ce qui représente quasiment 0,5 points de baisse, eh bien, lui a versé son dividende et avec un rendement de plus de 8%. En réalité, la performance globale du titre Altarea Cogedim est légèrement même positive sur la semaine. Du côté positif dans le CAC Small, on a eu le rebond de quelques biotech avec Genfit et Oseo qui ont pris un peu plus de 5%. Une semaine également positive pour le secteur du tourisme, pour des raisons un peu diverses, mais on a CDA qui a gagné 2,9%. Le groupe a encaissé 127 millions d'euros dans le cadre de la fin de la DSP à Tignes, et Pierre et Vacances qui a progressé de 4,5%. Il y a eu lundi dernier un article positif d'Investir qui a certainement donner un peu de momentum au titre. Et puis, on voit que Mersenne était positif, plus 2%, alors que le groupe est en une très, très forte surperformance depuis 2 mois, depuis que Mersenne est perçu comme un des grands gagnants de l'IA. Et donc le titre sur 3 mois est à plus 78%, ce qui permet de retrouver le Mid 60 la semaine prochaine. En baisse, 2 grands secteurs, les énergies renouvelables qui ont souffert, et en particulier Voltalia qui a cédé 13%, et
secteur des logiciels et des ESN qui a également reflué. Ça se traduit par moins 6% pour Planisware. Dans le conseil, Wavestone cède de 5%. Et puis des plus petites valeurs tech comme Verimatrix, ou même un peu plus grosse comme Equinox, mais qui a également subi des prises de bénéfices en cédant moins 10%, mais Equinox reste en hausse de 46%. Year to date, enfin deux actualités qu'on voulait évoquer. Il y a Figeac Aero qui a, dans les rares publications, qui a publié donc ses résultats annuels. On a publié vendredi un feedback sur Figeac Aero. On a eu des résultats qui étaient globalement en ligne avec les attentes en termes de résultats. C'était légèrement en bas de fourchette. Comme souvent sur Figeac, c'est la génération de cash qui déçoit. Il y a encore eu des investissements plus forts qu'attendus. Le plus fort qu'attendu cette année, et également dans le cadre du plan 2028, évidemment, il y aura une vingtaine de 20-25 millions d'investissements en plus qui doivent permettre de nourrir la croissance au-delà de 2028 et préparer eh bien, le changement d'actionnaire de contrôle, hein, puisque c'était aussi l'une des informations de la réunion, mais c'était la confirmation de la sortie du fondateur Jean-Claude Maillard à sûrement au plus tard à 2 ans, une sortie qui sera certainement en accord avec Tikeo qui était rentré également au capital en 2022 en sortie de Covid. Donc je dirais que cet aspect spéculatif reste le gros driver, le gros catalyseur sur Figeac Aero. Si le groupe arrive à atteindre ses objectifs et stabiliser, enfin, ou améliorer légèrement la génération de cash, on peut envisager une valorisation nettement supérieure, probablement 30 à 50% au-dessus du cours actuel, dans le cas d'une sortie et d'un rachat de la participation majoritaire. Voilà pour les infos sur ces valeurs. Oui, et juste un point sur, je voulais évoquer séché environnement également. Là, c'est plus sur la partie, je dirais, rachat de titres. On a noté que depuis un peu plus d'un mois, le directeur général et membre de la famille qui contrôle Séché a racheté pour un peu plus de 3,5 millions de titres séchés. Voilà pour les sujets qu'on voulait évoquer. Un mot sur les valeurs hors indice. SFPI qui continue sa remontée depuis la publication de ses résultats avec un S2 qui était rassurant et une valorisation qui est toujours très faible. Hopscotch qui gagne près de 7%, qui est à plus 52% year to date. Après un exercice 2025 qui était compliqué. Il y aura il y a une perspective un peu qui s'améliore pour Hopscotch avec un peu plus d'événements cette année, notamment le salon de l'auto. Enfin, dans les dossiers qui font l'actualité hors indice, on a la fermière du Casino de Cannes qui a progressé également, alors que la bataille fait rage entre les minoritaires et la famille qui a lancé une offre sur le titre à 2700 € par titre. Du côté de l'Eurostoxx Small, donc les valeurs européennes, on est à plus 0,9%, donc une évolution plutôt positive pour les valeurs européennes, avec l'Allemagne qui a pesé et l'Europe du Sud qui s'est bien comportée. En baisse, on a pas mal d'industriels allemands qui ont au Rubis, qui ont pesé sur l'indice, alors qu'en revanche, en tête du classement, on a des valeurs italiennes qui sont dans des secteurs très divers, puisqu'on a à la fois les banques, avec Generali, les télécoms et Saipem dans les parapétrolières. Voilà pour le point global sur les indices. On voit qu'il y a finalement les performances depuis le 1er janvier se rapprochent. Les small et mid sur les 2 dernières semaines ont rendu une grande part de leur surperformance. Le CAC 40 est désormais à plus 2,5, assez proche du plus 3 du CAC Small et de plus 4,5 pour le mid and small. L'Eurostoxx Small est en revanche à plus 7%, avec des valeurs italiennes en hausse des valeurs moyennes italiennes en hausse de 8,2%.
Un mot de notre buy list qui a sous-performé cette semaine. Il n'y avait pas d'actualité significative, mais on a souffert du repli des nouveaux replis des ESN avec Alten qui a cédé 4,9%. Infotel a néanmoins été stable et Infotel tiendra cette semaine une réunion justement pour évoquer sa stratégie dans l'IA. Dans les autres valeurs qui ont pesé, Trigano, moins 3,6%. Il y a eu une note d'Odo BHF qui s'est montré prudent sur la croissance au troisième trimestre, qui pourrait légèrement ralentir. Voilà. Je pense que c'est quand même un épiphénomène et ça ne remet pas en cause notre vision du dossier. On a d'ailleurs publié une note sur la valeur avec une opinion qui est toujours à l'achat et un objectif de cours à 227 euros par titre. On croit toujours la remontée de la rentabilité et à la solidité des performances et de la croissance de Trigano. Voilà pour les principales évolutions en l'absence d'actualité majeure. Sur l'ensemble du stock guide, il n'y avait pas non plus énormément d'actualité. On avait deux sociétés qui ont publié, LDLC et Eneo. Il y a clairement un momentum qui se dégrade sur LDLC malgré une potentiel de revalorisation avec des multiples qui pourrait être intéressant si on a une reprise de la croissance. Eneo, on a eu des résultats en baisse comme prévu. La situation reste défavorable dans le secteur des vins et spiritueux. L'élevage a notamment souffert et est en perte. Sur le bouchage, le groupe pour l'instant arrive à tenir, mais il y a clairement une opinion qui était aujourd'hui négative et qui se confirme au vu de ces résultats. On en reparlera certainement la semaine prochaine puisqu'on doit avoir un contact avec le management pour faire un point sur les perspectives du groupe. Cette semaine, l'actualité est encore assez légère dans l'attente d'une nouvelle actualité qui arrivera d'ici un mois avec les T2. En attendant cette semaine, on a Ventuni qui va publier ses résultats semestriels. La croissance du chiffre d'affaires était très bonne sur le premier semestre. On attend une légère contraction de la rentabilité sur le premier semestre compte tenu de l'ouverture du nouvel entrepôt qui mécaniquement augmente la base de coûts. Mais voilà, c'est un mouvement assez ponctuel et on reste très positif sur le dossier qui continue à prendre des parts de marché grâce à son positionnement de pure player sur Internet. Il y a également l'évolution je dirais, du positionnement avec la reprise d'Habitat, nouveau branding du groupe qui donc fait évoluer également son positionnement. Et puis le développement européen qui continue avec l'implantation dans des nouveaux marchés pour soutenir la croissance. Donc voilà, c'est un dossier qu'on a initié en début d'année et sur lequel on reste positif. Voilà, j'en ai terminé. Eh bien, on vous remercie pour votre présence ce matin. On remercie ceux qui nous réécouteront sur notre chaîne YouTube. Et on vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau point sur l'actualité des small et mid avec une semaine qui commence bien avec des indices en hausse à la suite donc des annonces d'accords de paix américano-iranien, en espérant que cet accord puisse être finalisé en fin de semaine. Merci beaucoup, très bonne semaine à vous tous.